Ce qui est très frappant, si vous voulez, sur l'Afrique, c'est que, on pourrait dire que, à part un certain nombre de nuances, hein, de Djibouti à la Mauritanie, Togo, Lomé, tous les 10 ou 12, 13 pays dans lesquels j'ai travaillé, on a quand même des points communs qui tous les rapprochent. Il y a de grandes différences qui viennent de situations initiales qui ne sont pas les mêmes, en particulier celle de la propriété coutumière, qui n'est pas une question qui se pose en Mauritanie, par exemple, ou à Djibouti. Mais il y a un nombre de points communs qui rend les études comparatives, je pense, très fructueuses et peut-être relativement faciles. Mais il faut faire attention, c'est une apparence de facilité parce que les spécificités nationales sont également très fortes et les potentialités sont très fortes aussi de développement. Dans certains pays, beaucoup plus faible dans d'autres. On reparlera de ça dans un petit moment. Dans la presse internationale, on parle toujours du potentiel du continent africain sans vraiment le définir. Est-ce que vous voyez un potentiel et potentiel de développement et à quel niveau il se situerait? Alors, je vois bien évidemment un potentiel de développement. Mais je crois que ce potentiel de développement, euh, moins, je serais moins optimiste que beaucoup d'observateurs parlant de l'extraordinaire potentiel de développement. Des historiens disent, mais l'Afrique c'est extraordinaire, l'Afrique a toujours été pourvoyeur de. Et le potentiel de développement, certes, existe, mais le risque, c'est que l'Afrique continue d'être pourvoyeur de ressources primaires, de produits agricoles, de ressources minières, parce que y a un certain nombre de problèmes qui se posent. L'Afrique a un énorme potentiel agricole, mais on l'a vu dans les débats sur les accaparements de terres, lorsqu'ont été faits des inventaires par des instituts spécialisés sur les terres cultivables, que c'est un sujet qui est très débattu. On a affaire souvent, même si dans ce qu'on appelle la savane guinéenne, ces grandes terres, la Guinée par exemple, Guinée-Conakry a un énorme potentiel agricole, mais on a malgré tout des terres fragiles. Et l'agriculture, c'est pas que des terres, c'est des infrastructures, ce sont des systèmes de stockage, de transport, de commercialisation, de protection de l'agriculture familiale. Et ça, c'est souvent très défaillant en Afrique. Il y a des gros problèmes, je pense, qui se posent à l'Afrique, qui altèrent ces potentialités, qui les diminuent, qui sont ces infrastructures. Il y a une défaillance de grosses infrastructures et en dépit de quelques grandes voies pénétrantes que l'on voit se développer aujourd'hui vers l'Éthiopie par exemple, au départ de l'océan Indien ou de Djibouti, pour des projets également de rails qui partent, de voies ferrées partant de l'ouest des ports de la côte ouest de l'Afrique vers les pays enclavés de la zone sahélienne. Tout ça ouvre des perspectives, mais c'est à long terme que les résultats seront sensibles. Et dans le court terme, l'Afrique est confrontée à l'Afrique est dans une forte zone de turbulence. Il y a un problème également qui obère les perspectives de développement, c'est la question de la gouvernance. La gouvernance politique et la gouvernance urbaine et la gouvernance foncière. Il va falloir d'ici 2050 loger dans les villes d'Afrique subsaharienne, je ne mets pas l'Afrique du Nord, une population supplémentaire, donc en 25 ans, en 25, non, en 35 ans à peine, 33 ans, une population urbaine supplémentaire de près de 790 millions de personnes. C'est une population supplémentaire. C'est-à-dire qu'il faudra aussi gérer la population qui est déjà dans ces villes, souvent dans une situation de grande précarité, souvent sans services et sans équipement, avec un accès limité aux services et aux équipements. Il faudra imaginer pouvoir loger 790 millions de personnes. Alors, un chiffre, c'est très abstrait. 790 millions de personnes, c'est quoi? C'est la population urbaine cumulée aujourd'hui du Canada, des États-Unis, du Mexique et de l'Union européenne. Bon. Et ça en 35 ans, alors que les pays dont je parle ont eu des siècles pour construire leur ville et des siècles de tradition de gestion et d'administration. Donc,
Là, ça pose des problèmes très, très complexes au niveau foncier. On reviendra là-dessus et au niveau de l'aménagement urbain. Mais alors, si je reviens sur la question de la propriété privée, et je reprends avant ma dernière question, quels sont les modes alternatifs? Est-ce qu'on a des propriétés, des commons? Est-ce que la tradition où on avait un maître de terre et une utilisation commune d'une terre sans en être propriétaire, est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut aller rechercher? Est-ce que c'est des pistes, à votre avis? Je ne sais pas s'il faut aller rechercher dans le passé de la tradition de gestion communautaire coutumière de l'Afrique les solutions pour l'Afrique urbaine d'aujourd'hui et de demain. J'en suis pas du tout certain. Je sais que certains, y compris à l'AFD, se sont intéressés aux communs urbains. J'ai toujours pas très bien compris ce que ça signifiait, les communs urbains. Euh, en revanche, il y a des options qui sont intéressantes et c'est arriver à dissocier euh, dans l'accès au logement le bâti du foncier. Quand les gens n'ont pas accès à un logement, c'est parce qu'ils n'ont pas, le foncier est beaucoup trop cher pour eux, même sur les marchés informels. Il est beaucoup trop cher. Euh, Ce que les anglo-saxons appellent les Community Land Trusts, les associations foncières solidaires. Je crois qu'il y a un essai qui est fait à Lille en ce moment. Il y a eu un projet également à Voi, au Kenya. C'est intéressant dans la mesure où le sol, dans un périmètre donné, est géré par un trust. Le sol est cédé à ce trust par l'État avec un bail amphithéotique, un bail à 50 ou 90 ans. Et c'est le trust qui va assurer la gestion de ça. Et les gens vont construire leur logement sur le terrain, géré par le trust. Ils doivent être éligibles, avoir des conditions de ressources particulières pour pouvoir en bénéficier. Et ils vont se procurer un logement avec sans avoir à payer la charge foncière. Ils la paieront sous la forme d'un loyer faible, mais ça implique la mise en place d'une organisation que peut-être certaines communautés ou dans des villes africaines peuvent mettre en place. Il faut qu'il y ait le trust est géré par une communauté, par un collectif où sont représentés les habitants et les pouvoirs publics. Et les décisions sont prises ensemble, y compris si un habitant veut revendre son logement. Il faudra qu'il le revende à une catégorie sociale correspond à celle qui lui a permis d'en bénéficier. Il faudra qu'il ne pourra pas bénéficier de la plus-value sur les terrains qu'il aurait pu percevoir s'il avait été propriétaire du terrain. Et il peut céder le logement à ses enfants et du coup la jouissance du terrain également. Mais je crois qu'il y a une réflexion à approfondir là-dessus. Ça me semble une formule intéressante. Il y a une expérience en Namibie qui est une expérience qui consiste dans des quartiers déjà existants où les gens sont dans une situation de très grande précarité, à leur donner progressivement un titre, une amélioration progressive de la tenure. Il ne s'agit pas de donner des titres à tout le monde, mais c'est un système flexible. La première année, ils vont recevoir ce qu'on appelle un titre de départ, un starter title. Et puis, progressivement, si on voit qu'ils arrivent à tenir, qu'ils occupent le logement d'une manière continue et pacifique, et que c'est bien eux qui l'occupent, ils peuvent avoir un autre titre, et ces deux premiers titres leur donnent déjà la sécurité de l'occupation. C'est la sécurité qui compte, parce que la sécurité permet de sortir de la pauvreté. Alors que la propriété peut être un piège à pauvreté, parce que beaucoup de gens ne pourront pas faire face aux charges et au prix de la propriété. Ça, je pense que l'exemple namibien mérite d'être creusé. Il y a un autre exemple, il y a d'autres exemples qui sont très intéressants, c'est celui de la grande trame d'équipement. La grande maille d'équipement, c'est-à-dire mettre à la disposition des acteurs urbains, des habitants, mais il peut y avoir entre l'État et les habitants des aménageurs agréés qui aident à faire le travail, des terrains très, très sommairement aménagés,
qui leur permettent de s'installer. Il s'agit de guider en quelque sorte une forme d'occupation que les pauvres connaissent bien. Ils s'installent, il y a de la place, mais en leur désignant la place et en prévoyant les, 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 les réserves foncières pour en prévoyant les emprises de voies en particulier. Donc, terrain aménageable sur là. Mais j'ai remarqué, alors ça avait été essayé par la coopération française déjà il y a une vingtaine d'années en Afrique de l'Ouest, dans plusieurs pays. Et j'ai remarqué que quand on arrive là-dedans, sur ce sujet, on trouve très vite des ingénieurs, des urbanistes et des dirigeants qui en rajoutent une petite couche en disant oui, mais on pourrait faire ça un peu mieux. Et puis ça aussi un petit peu mieux. Il y a un passage de lame plutôt qu'une voie. La voie, ça serait mieux de le faire avant qu'après. Et finalement, on arrive à un coût qui rend l'accès au sol prohibitif. Donc, je pense que ces deux procédés, ces deux approches pourraient permettre de trouver une solution. Alors, la solution qui ne marchera pas, là, je reviens un tout petit peu en arrière, c'est la question de donner des titres de propriété à tout le monde. Ce qu'avait voulu faire MCC au Bénin. Vous connaissez l'expérience de la coopération avec Millennium Challenge Corporation au Bénin. En 2006, suite à un certain nombre de lectures qu'ils avaient faites, qui disaient que c'était quand même dommage que les gens qui avaient des permis d'habiter ou d'occuper des permis d'habiter n'aient pas de propriété, ils ont décidé de lancer un très grand programme d'attribution de titres fonciers en remplaçant tous les permis d'occuper par des titres fonciers. Ils devaient convertir 60 000 permis en 60 000 titres, mais au début, ils se sont un peu dégonflés, ils ont dit que ça serait 30 000 titres. 30 000 permis transformés en 30 000 titres. Et après 6 ans d'efforts et beaucoup d'argent, le résultat était incroyablement décevant. Ils avaient converti 125 permis en titres fonciers parce qu'il y avait eu des résistances de la part des administrations, parce que le montage financier n'avait pas et administratif ne fonctionnait pas. Bon, mais maintenant ça démarre, je veux dire, ça a pu démarrer après en 6 ans, c'est quand même peu comme résultat. Donc voilà, ça c'est sur 2 exemples qui me semblent intéressants. Je crois que sur le foncier, il y a une chose qu'on ne peut pas. Distinguons la gestion foncière de l'administration foncière. Comment on administre le foncier, comment on administre la propriété. L'administration foncière est nécessairement, il peut y avoir des bureaux déconcentrés de l'État, de la direction des domaines du cadastre dans ces pays, mais ne peut pas être décentralisée. La gestion foncière, en revanche, c'est-à-dire les politiques visant à décider de l'affectation, de l'attribution du sol, de l'usage du sol, ça peut être décentralisé sous le contrôle de l'État pour les secteurs qui ont un intérêt stratégique. Si on revient sur la question foncière, alors on parle dans toutes les études de planification, à chaque fois on semble d'accord, en tout cas les experts semblent d'accord sur le fait que la question foncière est centrale, mais personne ne veut la traiter. Pourquoi cet état de fait ? Ben, voilà, moi ça a été aussi mon étonnement et j'ai mis des années à admettre qu'elle était très très difficile à traiter. Bon, il y a plus de 50 ans, bien plus de 50 ans, que les États de la région sont indépendants. Ils n'ont pas réussi à surmonter cette question et je pense qu'ils ne souhaitent pas la surmonter. Alors là, il faut revenir, non pas en arrière, mais voir comment se passent aujourd'hui les choses sur le terrain. Et là, c'est commun à tous les pays d'Afrique subsaharienne, de tradition civiliste, c'est-à-dire francophone, lusophone aussi, où j'ai pu travailler. On peut le résumer comme ça. Il y a la question de ce qu'on appelle improprement le dualisme juridique, la pluralité des systèmes de droit foncier, crée des droits qui ne sont pas les mêmes pour les occupants des terrains.
un occupant coutumier, un occupant au titre des régimes coutumiers n'a pas les mêmes droits qu'un occupant qui a un permis d'habiter, qui lui n'a pas les mêmes droits qu'un occupant qui a un titre foncier. Prenons ces trois exemples, il y a une plus grande diversité de régimes de tenure foncière. Mais prenons le coutumier, le détenteur d'un permis d'occuper ou d'un permis d'habiter, le détenteur d'un titre foncier. Ou le détenteur d'un terrain sans papier, sans rien du tout. Rajoutons-en un quatrième au départ. Il y a un marché pour chacun de ces terrains, pour chacun de ces types de possession. Il y a un marché avec ses propres règles, ses propres acteurs, ses contraintes, ses limites, son insécurité et ses prix. Si on achète un terrain sur le marché, disons, où le terrain n'a pas de papier, on prend un risque. Mais si on arrive à le faire passer dans le champ où il est possible d'obtenir un permis d'occuper, on fait une belle affaire parce que le prix du terrain va être multiplié par 3 ou 4 ou plus. Et si on a réussi à passer, si on passe du permis administratif d'occuper ou d'habiter au titre foncier, on fait une encore bien meilleure affaire, puisque le prix du terrain doit augmenter dans des proportions de 4 à 10. On l'a observé dans tous les pays. Donc, une activité qui absorbe beaucoup d'élites africaines urbaines, c'est de réussir ce passage du non formel au formel, et dans le formel, de l'autorisation au titre de propriété. C'est d'autant plus facile, et c'est là qu'est la grande faiblesse du système de gestion d'administration foncière en Afrique, d'autant plus que cela ne relève pas d'une mise en valeur réelle du terrain, mais ça relève d'une décision administrative qui est prise par le haut. On crée la propriété. Un fonctionnaire, un homme avec un bureau, un stylo, des liasses de papier, un tampon, pourra décider de convertir un terrain qui n'a pas beaucoup de papier, ne garantit pas grand-chose, en un terrain qui vaut très cher. Il peut le faire. Bien sûr, il va prendre au passage une partie des surprofits considérables que va faire la personne qui s'est engagée dans cette conversion vers le titre foncier. Et c'est ça qui empêche la réforme. Je pense que les administrations en charge du foncier résistent très fortement à tout changement parce que leurs intérêts personnels et particuliers seront lésés. Il y a eu un très bon exemple ces dernières années au Mali, avec deux ministres qui, l'un à la suite de l'autre, ont tenté de réformer ce système et en particulier de lutter contre la corruption dans l'administration foncière au niveau des directions des domaines et du cadastre. Ça s'est avéré impossible. Ironiquement, on peut dire que du jour au lendemain, les agents des domaines du cadastre se sont présentés comme les travailleurs des domaines et du cadastre, que l'on voulait priver de leur outil de travail, etc. On retrouvait un discours qu'on retrouve dans d'autres pays. Là, on est dans une situation qui est compliquée. Et j'avais fait un petit papier il y a 2 ans pour la conférence de la Banque mondiale sur l'administration foncière. La corruption dans l'administration foncière est-elle réformable? Est-ce qu'on peut réformer cela? Et la conclusion, c'était qu'on ne peut pas. Toutes les villes où j'ai travaillé, c'est un lieu commun que d'entendre, vous savez, jusqu'à 50 km autour de la ville, tout a été vendu. C'est pas vrai, mais c'est pas complètement faux. Il va être très difficile maintenant, alors que les États africains dans ces régions avaient une maîtrise foncière considérable puisque l'État était le maître du sol. Ces réserves ont été largement dilapidées au profit de clients de l'appareil d'État, pourrait-on dire, mais aussi de groupes considérés comme des potentielles classes moyennes dont il fallait consolider l'enracinement par des avantages fonciers. Il faut que les États préservent. La leçon de ça, c'est qu'il faut, et les États le peuvent, préservent des réserves foncières pour pouvoir héberger et construire la ville dans les décennies qui viennent. Et là, c'est un peu compliqué. La difficulté aussi, je crois que l'avenir pour beaucoup de villes, c'est l'organisation
des communautés et l'action que les communautés peuvent exercer sur les dirigeants des villes et les dirigeants de l'État. Là, je crois que l'Afrique a un certain nombre d'atouts parce qu'il y a des traditions communautaires très anciennes enracinées en Afrique, mais a quelques difficultés parce que regrouper les gens comme ont su le faire les latino-américains, qui avaient une culture dont les racines étaient différentes, ce sera peut-être plus difficile en Afrique. Il est beaucoup plus facile, beaucoup plus sûr que les élus soient proches des citoyens, même si un jour un haut fonctionnaire d'un pays d'Afrique me disait, vous savez, si on décentralise, on va décentraliser la corruption. Mais à la limite, ça n'a pas trop d'importance. Elle est décentralisée, les gens sont mieux à même de s'en défendre, de s'en protéger. Voilà. Donc, je sais pas, je ne suis pas certain que la question de la décentralisation soit une question absolument clé. Moi, j'ai été le témoin dans les années 80 du déploiement grande échelle de politiques de décentralisation dans les pays d'Afrique francophone. C'était la conséquence lointaine des lois de fer. On répliquait, il y a des juristes qui sont venus de France, qui ont aidé les États africains. Mais la décentralisation n'a pas toujours pris, ça n'a pas toujours. Et je ne crois pas que ce soit vraiment une très bonne solution, une solution qui marchera partout. Je pense que c'est une bonne option. C'est mieux qu'une forte centralisation. Ça fait peut-être moins de dégâts. C'est pas toujours beaucoup plus efficace, d'autant plus que la décentralisation des exemples qu'on connaît, la décentralisation d'abord n'a parfois été qu'une déconcentration de responsabilité. Et d'autre part, la décentralisation s'est inscrite dans un contexte où les collectivités territoriales n'avaient pas beaucoup de ressources. Et il y a eu un transfert de responsabilité, très souvent, sans transfert de moyens. On l'a constaté, je dirais, dans au moins 2 pays sur 3. L'absence de moyens, y compris humains. Les fonctionnaires qui ont l'habitude de vivre dans la capitale n'ont pas très envie d'aller. Alors, je ne suis pas absolument certain que la réponse soit là. Est-ce que nous utilisons les bons modèles? Est-ce que finalement, cette ville qui se fait, alors quand je parle de modèle, pour moi c'est la ville qui se fait par l'infrastructure, qui structure la ville. Les Romains utilisaient ça, hein, 2 axes et des infrastructures. Est-ce que ce modèle antique pour l'Europe est soluble dans la ville africaine? Je pense que ce modèle n'est pas mauvais. Il est très difficile de structurer l'extension spatiale d'une ville et de pouvoir assurer un minimum de contrôle sur son organisation sociale et politique et y assurer la paix. Il est très difficile de le faire sans infrastructures. La question est de savoir si ces infrastructures sont construites sur des bases très normatives, très strictes, avec des standards trop hauts, trop coûteux. Il faut savoir à qui ces infrastructures sont destinées. Est-ce qu'il n'y a pas des quartiers oubliés? Beaucoup de villes construisent ces infrastructures, mais il y a des quartiers qui ont été oubliés. On n'a pas raccroché ces quartiers au train de la ville. Ce sont des wagons abandonnés. Ça, c'est extrêmement compliqué, mais je ne pense pas que ce soit ce modèle-là qui soit en cause. Il faut certainement engager une réflexion sur de nouvelles formes d'aménagement et de planification urbaine qui est une orientation plus stratégique et qui puisse ouvrir à l'urbanisation des espaces avec un équipement minimum, mais qui puisse évoluer vers des espaces ayant un équipement adéquat. Le modèle qui, lui, me semble être un modèle discutable, c'est le modèle qui fait de la ville le lieu de l'échange et de la production fondé uniquement sur des critères capitalistes et de profit.